Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Quand des parents assignent le réseau social TikTok en justice pour mise en danger de leur enfant, c'est une nouvelle conséquence de l'impact des réseaux sociaux sur les plus jeunes. On en parle dans la première partie de notre émission. En seconde partie, on vous propose de partir à la rencontre de plusieurs animaux via des anecdotes étonnantes pour en savoir plus sur toutes ces particularités qui font le vivant. On en parlera avec notre invité. Dans sa chronique, Charlotte Sauvaget fera la lumière sur le budget et son fonctionnement, alors que le sujet est dans toutes les conversations cette semaine. Mais tout de suite, place à l'actualité avec Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec un premier 49.3. Il était attendu. Le Premier ministre Michel Barnier a engagé la confiance de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Et oui, après avoir fait l'objet d'une commission mixte paritaire mercredi dernier, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a fait son grand retour aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour être soumis au vote des députés. Enfin, vote non, puisqu'il n'a pas eu lieu. Vous l'avez dit, Michel Barnier a donc dégainé l'article 49.3 de la Constitution. Un article qui, je le rappelle, permet au Premier ministre de faire adopter un texte sans vote, donc par l'Assemblée nationale, sauf en cas de motion de censure, si elle est votée du moins. Elle a en tout cas été déposée par les députés de la gauche qui ont d'ailleurs quitté l'hémicycle après cette annonce et qui ont besoin d'ores et déjà du soutien du RN, des députés du RN qui, eux, ont déjà dit qu'ils soutiendraient cette motion de censure pour essayer de faire tomber le gouvernement. Donc suite évidemment demain. 5e semaine et 20e jour au procès de l'assassinat de Samuel Paty où sont jugés 7 hommes et une femme. Aujourd'hui, la Cour a procédé à l'interrogatoire de Brahim China, 52 ans, poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes. Et oui, c'est le père de la collégienne à l'origine de la polémique sur les cours dispensés par Samuel Paty. Il est accusé d'avoir lancé une vaste campagne de cyberharcèlement contre le professeur. Il avait publié des vidéos stigmatisant Samuel Paty et le désignant comme cible en dévoilant notamment des renseignements précis sur son identité et son lieu de travail. On lui reproche aussi d'avoir eu des contacts téléphoniques répétés avec l'assassin de Samuel Paty en détention provisoire depuis octobre 2020. Il s'est exprimé ce matin. Je regrette infiniment ce que j'ai fait. Je regrette beaucoup. Je ne suis pas un terroriste. C'est vrai que j'ai fait une vidéo et je regrette que ça ait mal tourné. Le père de la jeune fille en cours 30 ans, jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes. Voilà, c'est Brahim China. Vous avez sans doute ouvert la deuxième case de votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, un bon moment pour beaucoup, les petits comme les grands. Seulement, ce fameux calendrier est aujourd'hui au cœur d'une polémique, Charlotte. Et oui, pas de calendrier de l'Avent pour les écoles de l'Aisne. Une dizaine d'établissements scolaires avaient déjà prévu d'adapter ce calendrier à des fins pédagogiques. Un calendrier de l'Avent, oui, mais surtout un calendrier avant Noël et avant la naissance de Jésus. Rappel à l'ordre, donc, par le rectorat pour le principe de laïcité. Levée de bouclier sur les réseaux sociaux, notamment avec Xavier Bertrand sur X, qui a interpellé la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genthet. C'est incompréhensible, a-t-il dit. L'éducation nationale n'a-t-elle pas d'autre priorité que de s'attaquer au calendrier de l'Avent des écoles et à nos traditions? Selon France Info, la ministre aurait assuré via un SMS qu'il s'agissait là d'une initiative personnelle et isolée d'un inspecteur qui n'a informé personne, pas même le rectorat ou le ministère. Selon France Info, Anne Genthet s'est ensuite expliquée dans un courrier envoyé aujourd'hui au référent laïcité de chaque académie. Elle y rappelle la dimension sociale et culturelle de ces calendriers de l'Avent qui, je cite, sont devenus des objets sociétaux et pédagogiques. Aucun problème donc avec leur utilisation à l'école publique. Il y aura bien des calendriers de l'Avent dans les écoles de l'Aisne, sauf évidemment s'ils intègrent des contenus explicitement religieux. Ils souffrent souvent d'un manque de reconnaissance, ils sont épuisés, ils perdent parfois le sens de leur métier. Les professeurs sont de plus en plus nombreux à quitter la profession et pour les aider, des journées d'information sont organisées. Et oui, c'est une initiative pour le moins étonnante. Elle vient du syndicat national des lycées et des collèges et écoles du supérieur. Depuis 4 ans, ce syndicat organise des journées d'information sur les possibilités de reconversion pour les personnels de l'éducation nationale. C'était notamment le cas en fin de semaine dernière à Perpignan où 150 personnes sont donc venues se renseigner
150, c'est 2 fois plus que l'année dernière selon les organisateurs. En cause, le manque de reconnaissance, c'est notamment le cas de Stéphane Molines. Il est professeur de français, il a été interrogé par France 3 Régions. La direction écoute l'élève à outrance et notre parole n'est pas prise en compte et on est discrédité. Il m'arrive fréquemment de me demander si je vais aller travailler le matin. Voilà ce qu'il a dit. Pour tenter d'apaiser les inquiétudes, le syndicat s'est donc donné pour mission d'informer sur les différentes portes de sortie. Selon un sondage IFOP datant de 2023, près de 30% des enseignants envisagent une reconversion professionnelle à moyen terme. Merci Charlotte pour ces infos. Un algorithme qui met ses utilisateurs en danger, notamment les plus jeunes, c'est ce qui est reproché au mastodonte des réseaux sociaux, le réseau social TikTok, par un collectif de 7 familles ayant assigné le géant en justice au tribunal de Créteil. C'était il y a quelques semaines. TikTok, un danger pour les adolescents. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour Michael Stora. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes psychanalyste, expert des mondes numériques, ça en dit long, les mondes numériques, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, fondateur de l'École des héros. On en dit juste un petit mot quand même parce que elle a une vocation, un objectif, qui est la prise en charge des jeunes souffrant de phobie scolaire, sociale et addiction aux jeux vidéo. Waouh. Oui, ça marche bien. Ça marche bien, forcément, parce qu'il y en a beaucoup qui sont addicts, évidemment, et malheureusement beaucoup aussi qui souffrent de phobie scolaire. Aujourd'hui, on parle précisément, évidemment, de monde numérique, de problématiques de réseaux sociaux. Un collectif de 7 familles, le collectif Algos Victima, a assigné TikTok, le réseau social TikTok chinois, en justice au tribunal de Créteil il y a quelques semaines. Alors la raison, elle est assez terrible, l'état mental et physique de leurs 7 adolescentes. 2 d'entre elles ont mis fin à leur jour alors qu'elles avaient 15 ans. Les parents de l'une d'entre elles, Marie d'ailleurs, a déposé plainte l'an dernier au pénal. Pour l'instant, elles sont au civil, mais a déposé plainte au pénal. 4 des 7 adolescentes ont fait des tentatives de suicide et une dernière a quant à elle connu des problèmes d'anorexie. Rien que cet exemple, pardon de parler d'exemple, mais cette illustration, ce collectif représente à quel point les réseaux sociaux peuvent être extrêmement nocifs. Oui, profondément. Moi, je pense en effet nocifs, toxiques. Lorsqu'on rentre dans le détail, petit à petit, on se rend bien compte que lorsqu'on est un adolescent, donc en soi déjà en pleine construction, fragile, narcissiquement entre autres, eh bien, on voit à quel point les réseaux sociaux, les algorithmes, mais aussi les influenceurs, qui ne sont pas forcément filtrés en termes d'éthique, en termes de capacité à pouvoir avoir un point de vue un peu plus adulte, peuvent être des déclencheurs terribles de pathologies qui étaient déjà un peu là, parce qu'à l'adolescence, être déprimé, ça fait partie souvent du package, comme on pourrait dire, mais néanmoins, d'aller jusqu'à finalement favoriser des conduites suicidaires, voire des suicides réussis, c'est terrible. Et là, en effet, je pense que ce type de procès, c'est à chaque fois d'ailleurs, depuis qu'Internet existe, c'est souvent à travers des cas entre guillemets un peu exceptionnels que des juridictions se mettent en place et des lois qui vont un petit peu réguler. Parce que oui, à un moment ou à un autre, il faudrait que les fameux grands réseaux sociaux, d'ailleurs pas que TikTok, prennent leurs responsabilités en termes de protection de la jeunesse. Alors évidemment, quand on pèse le poids entre un collectif de 7 familles et les grands réseaux sociaux, on se demande comment ils vont y arriver, mais on va y venir. Je voudrais juste partir de la raison, effectivement. Les parents accusent TikTok d'avoir fait la promotion du suicide via des contenus, automutilation, mais aussi mise en danger par les glorifications des TCA. Est-ce que, à votre sens, le réseau peut totalement se dédouaner? Est-ce que TikTok peut dire non, mais j'y suis absolument pour rien? C'est toute la problématique, puisque vous savez que les réseaux sociaux disent qu'ils ne sont pas responsables du point de vue éditorial, des contenus. Néanmoins, petit à petit, je pense qu'on va devoir franchir cette limite où les réseaux sociaux se devraient d'être responsables. Oui, parce que dans la charte de la plateforme TikTok, quand même, alors je rappelle, il y a 21 millions d'utilisateurs en France, enfin 21 millions pour l'instant, on dit qu'il y a 21 millions, c'est beaucoup plus, 1,2 milliard dans le monde. Et bien, le réseau dit qu'il s'engage à proposer, je cite, un environnement
forcément sûr et bienveillant. Donc sûr et bienveillant, ça veut quand même dire quelque part qu'il y a une sorte de vision de ce qui est proposé dans les échanges, dans les contenus. Oui, alors là, ça pose ce que vous appelez, finalement, c'est un terme qu'on emploie rarement, alors que pourtant il est essentiel avec les réseaux sociaux, ce qu'on appelle la modération. Il faut savoir que la plupart des grands réseaux sociaux n'ont pas voulu investir dans cette problématique de modération, et donc ils ont des modérateurs, hein, ça existe, il y a des bureaux privés qu'on appelle les clics à poubelle, vous savez, qui vont finalement nettoyer les vidéos les plus inquiétantes, parce que oui, on a le droit de parler d'anorexie, on a le droit de parler du suicide, on a le droit de parler de ces choses-là, mais après, comme souvent, c'est comment est-ce qu'on en parle. Et donc là, il faudrait qu'il y ait des modérateurs qui ne soient pas que des IA, mais des humains qui sont un peu habitués à la protection de l'enfance pour créer une véritable modération psychologique. Je tiens à le dire, Skyblog, à l'époque, j'ai travaillé pendant 8 ans pour eux. Oui, exact. Et j'ai travaillé 8 ans. Et en effet, Pierre Bélanger, le PDG, a souhaité, parce qu'il voyait bien que c'était une plateforme adolescente, qu'il y ait un travail de modération. Et je travaillais en lien avec le Pharos, qui est donc la police d'Internet. Et donc, on a fait un vrai travail de prévention au sein même des plateformes. Et je peux vous dire qu'on a pu aider beaucoup de jeunes. Parce que c'était franco-français. Est-ce que la problématique aussi, c'est parce que le réseau déjà est un réseau chinois et puis surtout mondial? Oui, alors Skyblog, oui, c'est un réseau francophone. Il y avait quand même 54 millions de blogs. Hein. 54 millions, ah oui, c'est francophone. C'était très impressionnant, mais néanmoins, c'était pas planétaire. Mais je pense qu'il y a aussi... Alors, il faudrait peut-être interroger Pierre Bélanger. Il avait une éthique. Il savait que si on se destinait à une population adolescente ou mineure, on ne pouvait pas faire comme si. Et surtout parce qu'il y a eu des cas. Concrètement, des ados ont dit « je vais me suicider tel jour, telle heure » et l'ont vraiment fait. Et donc le service de modération qui existait a souhaité être épaulé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dirigé. Et c'est évident, je me souviens, je faisais partie d'une commission européenne qui s'appelle Internet Safer Commission, où il y avait les grands patrons des réseaux. Et moi, je m'étais permis de dire non à la modération entre pairs, mais oui au soutien entre pairs. Parce qu'ils jouent beaucoup sur l'idée qu'il y aurait une modération entre pairs. Pairs, c'est PAIRS. Hein. Ah oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Oui. Que l'autre, alors pas du tout, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que au-delà des algorithmes qui à l'époque n'étaient pas aussi, on va dire, performants, et là on voit que quand on rentre dans le détail, petit à petit, des jeunes qui à un moment s'intéressent ou se posent des questions sur la question du suicide ou autre, vont être inondés d'images sans aucun filtre qui peuvent malheureusement, pour certains fragiles, les pousser à des passages à l'acte suicidaire. Oui, parce que clairement, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on prend un taille-crayon, on enlève la lame et on se scarifie. C'est quelque chose qu'on relève beaucoup partout dans toutes les classes sociales, hein, peu importe les classes sociales, peu importe le niveau évidemment de vie et l'endroit où l'on se trouve, que ce soit à la campagne, dans les villes. On voit bien que les jeunes sont quand même vraiment sujets à ça. Et donc, à partir du moment où on voit une vidéo ou deux, c'est ça, il y en a 200, 300 qui arrivent derrière? C'est ça l'algorithme? Oui, c'est ça un petit peu l'algorithme, donc surtout celui TikTok est très 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 fort et donc il va très rapidement repérer ce qui vous plaît. Bon, alors évidemment à l'adolescence, l'esthétique de la souffrance adolescence, on l'a tous connue. Rimbaud, Jeanne Werther, on pouvait écrire des poèmes, on pouvait être attiré par la musique un peu dark. Mais néanmoins, il est évident qu'on flirtait avec la limite. Certains jeunes, malheureusement, d'un point de vue psychopathologique, sont encore plus fragiles. Et l'idée suicidaire est quand même quelque chose qui prend corps. Et c'est la raison pour laquelle ces vidéos-là, où en effet des jeunes, et c'est là où il faut s'interroger, qui vont prôner le suicide comme une libération, qui vont avoir des discours de plus en plus, je dirais, poussants, pourquoi pas un adolescent, ne sont pas filtrés en amont, et en effet l'algorithme va vous enfermer d'une certaine manière dans une histoire où petit à petit le suicide, pour certains, représenterait l'unique solution, l'automutilation, l'escarification. Alors, pour pousser un tout petit peu plus loin, est-ce que lorsqu'on n'a pas forcément d'envie suicidaire, mais qu'on est adolescent, donc pas forcément toujours bien dans ses pompes, bien sûr. Est-ce que cet algorithme, la multiplication des images, peut justement vous pousser dans cette dégringolade? Et je rappelle que vous êtes psychanalyste. Hein, vous êtes psychologue, donc, et je reçois avant tout des adolescents, donc je connais bien. Et au fond, il faut bien comprendre que oui, à l'adolescence, évoquer la question du suicide, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Je dirais même que potentiellement, ça fait presque partie du parcours. Le suicide, presque d'un point de vue phénoménologique, c'est-à-dire, c'est moi qui décide de ma vie.
comme une manière de sortir de l'emprise parentale, si je devais résumer. Mais néanmoins, oui, le problème avec les algorithmes, c'est pas que l'algorithme, c'est les personnes qui parlent, c'est d'autres semblables. Et c'est la question qu'on retrouve beaucoup d'abord chez Instagram, parce qu'on accuse TikTok, mais Instagram aussi n'est pas vraiment filtré, et que donc cet autre semblable, qui est un influenceur, peut me pousser à avoir des comportements abusifs, dangereux, etc. Et avec la question de ce qu'on appelait les sites pro-ANA, à l'époque, concernant l'anorexie, on a vu à quel point, par exemple, vous aviez une mode sur Instagram qui s'appelait le thigh gap, où il fallait qu'il y ait le creux entre les cuisses. Ça a été d'une tyrannie terrible. Et que donc, oui, là, du côté monstrueux, négatif, on va dire mortifère, la question du suicide va faire que petit à petit, vous allez être en effet influencé véritablement, voire peut-être poussé à des conduites suicidaires. Si je reviens à l'aspect juridique, ça veut dire que peut-être que TikTok pourrait aller jusqu'à, pour sa défense, responsabiliser les influenceurs plutôt que le réseau ? Oui. Mais en même temps, c'est faux parce que d'une certaine manière, ça veut dire qu'ils n'ont pas filtré en amont, ils n'ont pas interdit certains contenus. On a pu le voir même à un niveau politique. Vous avez des personnes qui ont des complotistes en tout genre, hein, qui sont présents encore et qui ne sont pas forcément filtrés. Donc oui, je crois qu'il y a un moment où la question de la santé mentale, d'autant plus des jeunes, et de se dire que d'autant plus que sur TikTok, on y va même avant 13 ans. Donc toutes ces mesures que certains réseaux sociaux veulent faire pour se donner une forme de bonne conscience, de protection, tant qu'ils n'investissent pas mais beaucoup d'argent dans une vraie modération, ça ne marchera pas. Là, une vraie modération, aujourd'hui, ils se vantent justement d'avoir des modérateurs. J'ai lu un chiffre, je ne sais pas s'il est vrai, 40 000 pour TikTok, c'est 40 000 mondes. Oui, mais alors 40 000 sur 1 milliard... C'est ça, sur 1,2 milliard, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Sur Facebook, vous avez découvert qu'il y avait 700 modérateurs pour 70 000 personnes parlant de langue arabe. C'est rien. Donc c'est vrai qu'en effet, mais c'est parce que ça coûte cher la modération, ce sont des personnes qu'on l'on paye, mais ça pose la question de la responsabilité citoyenne et voire même d'une forme de non-assistance à personne en danger. Parce que vous avez des personnes qui sur les réseaux sociaux peuvent dire j'ai envie de mourir, j'ai envie de me tuer, et finalement les autres ne font que le regarder et peut-être le liker, mais c'est tout. Donc la question c'est comment est-ce que les réseaux sociaux ont une responsabilité citoyenne, morale même. Oui, mais justement, si on parle de morale, il y a aussi la liberté d'expression avec l'avènement de Elon Musk. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite, par exemple ? Oui, mais alors vous savez que c'est une blague, Elon Musk, puisqu'il prône la liberté d'expression, sauf qu'il n'arrête pas de fermer des comptes de personnes qui ne sont pas d'accord avec eux. Écoutez, à l'époque... Ce qui s'appelle donc la dictature. Ça s'appelle la dictature. La question, c'est que moi, quand j'ai commencé ce travail, je me suis posé une vraie question. Qu'en est-il de la capacité à parler librement du suicide, de toutes sortes de choses, parce que heureusement... Pour sensibiliser, pour prévenir. Et puis même, on a le droit d'évoquer. Par contre, il y a un moment où on flirte avec la non-assistance à personne en danger. Ouais. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur... Bah oui, on m'envoie un blog d'un jeune qui parle de vouloir mourir, je rentre en contact avec lui pour l'aider. Finalement, c'est un peu... Donc la question, c'est qu'il ne faut pas confondre liberté d'expression et déni de la souffrance d'autrui. Là, on n'est plus vraiment dans la liberté, dans le sens humain. Ouais. Je dirais même qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas de cadre, ce n'est plus de la liberté, c'est de la folie. Justement, cette folie, ce problème, une fois qu'il est identifié, comment on fait ? Parce que si on a eu la chance ou la possibilité d'atteindre ce jeune, ou même ces adultes, mais on va parler des jeunes pour l'instant, ce jeune qui est en contact avec ces comptes-là, qui est dans une situation dramatique, comment fait-on pour pouvoir l'amener du réseau jusqu'au cabinet, de thérapeute? Ouais, alors écoutez, c'est ce que je faisais à l'époque, c'est-à-dire que je rentrais en contact avec eux, mais vraiment, c'était un gros boulot, mais peut-être que... Il faut l'acceptation des familles, c'est très compliqué, non ? Oui, mais vous savez, parfois, comme on le sait, malheureusement, c'est un peu le cas, je ne sais pas des histoires individuelles, mais parfois, malheureusement, certains adolescents qui se font harceler, qui vont aller jusqu'au suicide, les parents tombent des nues. C'est très compliqué la communication entre parents et ados. Ouais. Donc évidemment, c'est comment est-ce qu'on peut remettre de la communication, ça c'est une chose, mais comment est-ce qu'à un moment, ce tiers, qui est les réseaux sociaux, à un moment, je pense qu'il faut qu'ils assument leurs responsabilités. C'est tout à fait essentiel. Après, on laisse les adolescents seuls face effectivement à la puissance de ces algorithmes dont on vient de parler, mais est-ce que réellement on pourrait imaginer, parce que c'est pas démago de dire qu'un parent devrait accompagner son enfant avec les réseaux sociaux, parent qui ne comprend rien aux réseaux sociaux, enfin, dans la plupart des cas. Alors oui et non. Vous savez que ceux qui sont le plus sur les réseaux sociaux, ce sont les 35-49 ans. Ah bon ? Oui, qui consomment le plus leur portable. Notamment TikTok ?
Ouais, bah alors TikTok, il faudrait voir les chiffres. Ouais. Mais c'est compliqué. Mais ceux qui utilisent le plus leur smartphone, et en général, ce qu'on utilise le plus sur notre smartphone, ce sont les réseaux sociaux et la messagerie. Mais quand on prend un réseau social, on intègre Telegram, Snapchat et WhatsApp, non? Oui, Ça n'a strictement rien à voir, ce sont des messageries. Complètement, mais c'est pour ça qu'à un moment, il faut se pencher sur les contenus. Oui, voilà. Snapchat, c'est rare qu'il y ait des adultes, c'est plutôt une messagerie d'ados. Facebook, c'est devenu un réseau de vieux cons, comme disent les jeunes. Donc, on voit bien qu'il y a des niches. Maintenant, c'est évident. Alors, vous savez, moi, je suis un peu démago avec mes enfants, moi-même, puisque moi, je prône le partage. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire des réseaux sociaux, des écrans, un allié dans la dynamique familiale. Le partage, c'est quoi? C'est qu'un jour, mon fils me dit, tiens, j'ai vu une vidéo, tiens, je la regarde, c'est un rappeur, je trouvais ça super. Et je crois que petit à petit, c'est ça la question, c'est qu'à un moment, il faut mettre des mots. C'est pas surveiller, parce que si on n'est que dans cette forme d'inquiétude et de surveillance, paradoxalement, l'adolescent va y voir un espace de transgression, donc c'est cool. Mais mettre des mots, on le sait, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous existez. C'est parce que les parents ne peuvent pas forcément parler de tout avec leurs enfants. Il faut pouvoir avoir à la fois connaître, savoir parler, et puis savoir aussi prendre de la distance et du recul. Alors, c'est là où il faut différencier entre un ado qui, à un moment, vous montre, je dirais, un rappeur, mais qui dit des choses très tristes, ou même, ça m'est arrivé qu'on me montre des images qui les ont choqués, parce que je les ai habitués à partager. Maintenant, il est évident qu'il y a des contenus hyper intimes. À l'adolescence, ça peut être par exemple la pornographie. Et évidemment que non, parce que là, on serait dans un domaine un peu plus inquiétant. Mais voilà, je crois qu'il y a le fait de respecter son activité, mais parler. Après, oui, je pense que l'éducation média numérique, à l'école, dans les EMC, les cours d'éducation civique et morale, je pense que peut-être que maintenant, avec ces histoires, les profs ou ceux qui interviennent devraient un peu aborder autrement que simplement la réputation et faire attention à ce qu'on publie. Je pense que maintenant, il faudrait bouger un peu les lignes, et les adolescents, il faut s'adresser à leur part adulte, à leur compréhension, et voir comment est-ce qu'en effet, ils sont eux-mêmes victimes de cette question-là, même si c'est pas évident de reconnaître qu'on est victime, mais c'est intéressant lorsqu'ils commencent à faire ce travail-là. Oui, et puis effectivement, comme ils ont un accès énorme, très pluriel, à beaucoup d'images, pouvoir effectivement leur parler peut-être un peu moins comme des enfants. Pour revenir effectivement à ce collectif de parents qui s'est formé, qui attaque aux civils, si je ne me trompe pas, donc TikTok, je le disais tout à l'heure, ce collectif de 7 parents, ces drames absolus qui sont en train de vivre, évidemment qu'on pense à eux, mais est-ce qu'on n'est pas encore une fois un peu David contre Goliath? Comment espérer quelque chose? Écoutez, alors, moi je suis pas avocat, mais il est évident que... Vous êtes expert en monde numérique. Oui, je suis expert, mais d'un point de vue juridique, on voit bien qu'il y a quand même eu des cas qui ont montré à quel point, à un moment ou à un autre, ils doivent payer. Alors, ils le payent financièrement. Il faut savoir que dans les RGPD, vous avez les commissions européennes. La CNIL a parfois un impact assez intéressant sur la question des éthiques, etc. Et il y a un moment où ce qui va se passer, c'est qu'à force de prise de conscience avec vous, les médias, qu'il y ait des caisses de résonance pour montrer qu'il y a des choses quand même qui sont inquiétantes, même si vous êtes parfois vous-même consommateur de réseaux sociaux. Oui, et puis nous-mêmes, dans une situation, on peut se retrouver face à des fake news, donc bien sûr, pareil. Bien sûr, donc il y a tout ce travail-là, et faire que petit à petit, on commence à devenir méfiant, voire même, peut-être que certains vont commencer à faire delete Instagram, delete TikTok, c'est-à-dire effacer cette appli. C'est ce qui se passe effectivement en Chine, en Australie ou ailleurs, où tout d'un coup, il faut un accès à un âge précis pour le réseau social. Complètement. Alors ça, je dirais que parfois les ados sont très très forts pour briser, je dirais, les codes, etc. Mais c'est évident qu'il ne s'agit pas de tout jeter. Je pense qu'il faut pas. C'est un distracteur. Parfois, on a le droit de se distraire. Moi, je suis pas un ayatollah de la déconnexion à tout prix. Je pense que oui, il y a certains réseaux qui sont toxiques, véritablement. Les réseaux sociaux, mon dernier livre le dit vraiment, à plein de niveaux, même politiques. Édition Larousse. Édition Larousse. Et en même temps, je crois que oui, je pense qu'une des solutions, ça serait d'imposer à ces réseaux sociaux de faire un travail de modération beaucoup plus important, d'autant plus pour les populations mineures. Oui, pour les populations mineures, évidemment. On voit que ce sont principalement les jeunes filles, là en l'occurrence ce sont 7 adolescentes dont on parle, les jeunes filles qui sont touchées, et on se demandait, c'est assez représentatif de la capacité de la nuisance des réseaux sociaux, justement sur les jeunes. Les filles sont plus sensibles, elles ont plus de problématiques par rapport justement soit
à l'image d'un côté ou soit à la problématique. Enfin, expliquez-moi cette c'est une question très compliquée parce que ça repose quand même sur des considérations presque historiques, culturelles, psychosociales. J'ai envie de vous dire, en général, dans nos cabinets, on reçoit plus de femmes que d'hommes. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose qui fait que dans l'éducation même de la toute petite fille, certains vont théoriser ça, il y a une sorte d'attention beaucoup plus portée sur les mouvements intérieurs. Mais d'exigence aussi, quand on demande aux jeunes filles Je pense que les garçons, malheureusement, souffrent aussi de ces formes d'exigence. Ouais. Par contre, là où vous avez raison, c'est que la question de l'image, et entre autres à l'adolescence, la question de... Puisque vous savez, c'est l'âge où il y a une construction de l'image de soi. Et c'est vrai que les adolescentes ont beaucoup plus de contraintes tyranniques sur la question du poids. Mais par exemple, on a vu dernièrement chez les garçons, de plus en plus de garçons font de la musculation. Donc les garçons sont eux-mêmes un peu piégés. Et c'est vrai que ces influenceurs viennent leur rappeler qu'ils ne sont pas vraiment à la hauteur. C'est ça le problème, c'est qu'entre autres, ça crée cette forme de pression à la beauté, à la réussite, etc. C'est en train de tuer notre jeunesse. Il faut le savoir, c'est un vrai problème. Et les réseaux sociaux, malheureusement, amplifient ce phénomène-là. Oui, c'est un phénomène effectivement qu'on retrouve dans des situations absolument dramatiques comme celles qu'on expose aujourd'hui. Mais on parle aussi de phobie scolaire. Et je rappelle l'école des héros que vous avez fondée, de phobie scolaire, de phobie sociale aussi. Cette addiction aux jeux vidéo, je parle des écrans de manière générale. C'est-à-dire que, est-ce que ce monde parallèle, dont on dit, on fait toujours vieux con en disant ça, mais bien comprendre ce qui se passe avec ces mondes dans lesquels on rentre et on n'arrive pas à en sortir finalement. Vous avez raison, c'est souvent le résultat en tout cas je le vois avec l'école des héros, les jeunes qu'on reçoit, c'est comme une sorte de caricature de ces jeunes parce qu'ils étaient tous HPI de très haut niveau. Et lorsqu'on est HPI de très haut niveau, vous êtes un petit héros. Vous savez déjà lire et écrire avant tout le monde et vous avez une forme d'exigence terrible d'être toujours à la hauteur, de réussir. Mais souvent un peu asocial. En plus, oui, souvent ça commence plutôt au collège, harcèlement scolaire, parce qu'ils sont différents. Ils pensent que tout le monde les aime comme maman, papa, on va dire, si je devais résumer. Ouais, et petit à petit, ils s'effondrent. Ouais. Et ce qui est vrai, c'est qu'à l'adolescence, parce qu'il y a déjà cette souffrance adolescente, on quitte le regard parental pour se construire. Les réseaux sociaux servaient justement dans cette quête. Moi, j'ai travaillé, donc comme je vous disais, pendant 8 ans, j'ai même écrit un article scientifique. Il y a une dimension intéressante, c'est la créativité, qu'il y avait une forme d'exigence de créativité. Là, on a parfois des gens qui simplement face cam nous parlent de leur souffrance en pleurant. Pourquoi pas, ils ont le droit, mais d'une certaine manière, ils peuvent, mais de manière pas forcément voulue, encourager des gens dans un phénomène de miroir à eux-mêmes à amplifier un mal-être intérieur. Et je dirais peut-être parce qu'on se sent moins seul, sauf que l'autre, il est derrière, c'est qu'une vidéo qu'il peut regarder en boucle, mais ça ne change rien. Lorsque les jeunes viennent vous voir, sans vous, évidemment, vous manquer de respect, mais ils viennent vous voir, ils ne disent pas, mais de toute façon, il ne va rien comprendre, on n'a pas le même âge, il ne sait pas ce que je vis. Comment ils arrivent à faire justement cette transposition ? Alors, je fluctue, je suis très curieux. Donc je joue beaucoup sur la curiosité. Donc ils peuvent m'apprendre des choses. Maintenant, je sais quand même pas mal de choses à force de recevoir des jeunes. Je ne parle pas de jeunes, on va dire, même si peut-être je sais pas comme ça. Faut pas le faire de toute façon, je crois que ça ne marche pas. Mais en revanche, est-ce que vous récupérez les parents parce qu'eux aussi sont complètement démunis ? Il faut aussi leur expliquer ce qui se passe. Oui. Alors moi, je travaille beaucoup. Pour moi, les parents sont des alliés thérapeutiques. Donc évidemment, c'est aussi comme ça qu'on va avancer, tout en sachant que ce qui est très étrange, si je devais caricaturer, c'est que je reçois pas mal d'ados qui ne sont pas en crise d'adolescence. Et donc, je les aide. Parce que la crise d'adolescence, c'est un travail de séparation et d'autonomisation. Donc certains sont parfois trop attentifs au bien-être de leurs parents parce qu'ils vont pas forcément bien. Donc c'est que des histoires. Maintenant, oui, j'ai eu comme ça l'histoire d'une adolescente qui était tombée follement amoureuse d'un garçon. Ce garçon lui a dit, si tu veux sortir avec moi, il faut que tu perdes 10 kilos et que tu fasses du sport. Sympa. Très sympa, et elle a fait tout ce qu'il souhaitait, sauf qu'au moment où elle est arrivée, il lui a dit finalement tu me plais plus. Et là, son premier réflexe a été de ne plus suivre à peu près 5 influenceuses qui étaient très belles. Et elle m'a dit, j'en ai gardé qu'une seule, elle est jolie, mais surtout ce qui est bien, c'est qu'elle a beaucoup d'humour. Et c'est très intéressant parce que face à cette tyrannie, le second degré et l'humour est une arme créative très 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 bonne pour se soigner. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Mickaël Stora d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les réseaux asociaux, paru chez Larousse. Merci 1000 fois d'être venu sur le plateau du Grand JT. On va marquer une courte pause et on se retrouve évidemment tout de suite, dans un instant.
Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Christian Stabler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes graphiste, illustrateur, scénariste, critique de bande dessinée et auteur de ce livre documentaire sublime, Vision d'animaux pour mieux comprendre le monde. C'est paru aux éditions Biscotto. Très très beau livre. J'appelle ça un livre documentaire, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. Voilà. Vous vous êtes intéressé aux relations que les espèces entretiennent entre elles et surtout avec leur environnement. Et d'ailleurs, vous revenez dès le début de ce magnifique livre sur cette notion, en fait, la définition du mot écologie. Pourquoi? Parce qu'elle est galvaudée, je trouve. On parle toujours de l'écologie au sens politique, alors qu'en fait, l'écologie, c'est une science, quoi. Donc au départ, c'est l'étude des relations entre les espèces vivantes et j'ai voulu revenir là-dessus. Ouais. C'est pour ça que je commence le premier chapitre là-dessus. Ouais. Vous avez l'impression en fait que les Français s'intéressent finalement plus à l'écologie pour justement cette version politique que davantage pour les animaux, la nature et tout ce qui nous entoure? Absolument, oui. Et puis quand vous dites les animaux, oui, c'est ça. Et je pense que c'est surtout important parce qu'on fait partie de cette nature. Donc on est complètement dépendant de tout ce qui se passe autour de nous. Et donc c'est important de le redire. Et puis surtout cette vision, effectivement, qui est souvent unilatérale des hommes vis-à-vis des animaux. Tout d'un coup, de se rendre compte qu'en fait, c'est à nous de nous adapter plutôt à l'espace, à la nature et à cette nature qu'on connaît peu. Alors, encore moins quand on est à Paris et dans les grandes villes, ça, il n'y a aucun doute, je n'apprends rien à personne. Mais effectivement, c'est une façon de revenir sur, et on va le lister ensemble, mais sur tous ces animaux que vous avez choisis. Avant cela, important de prendre conscience surtout du rôle que nous avons sur ceux qui nous entourent. Du rôle que nous avons, nous, humains. Oui, tout à fait, oui, absolument. Parce que nous, quoi que nous fassions, le moindre geste que nous faisons, il a une influence sur ce qui nous entoure. Quand on prend de l'eau au robinet, c'est de l'eau qui vient de source. Elle semble gratuite parce qu'elle sort du robinet, justement, il suffit de tourner le robinet. Mais en fait, il y a tout un écosystème derrière qui permet que cette eau soit propre, buvable et disponible, quoi. Donc, le moindre geste qu'on fait a une influence, effectivement. Le monde dans lequel nous vivons dépend de nous. Est-ce que cette maxime est vraie? Est-ce que le monde qui est vivant est dépendant? Non, le monde dans lequel nous vivons
dépend de nous. Il dépend de nous, oui, mais nous dépendons aussi de lui. C'est ça le twist qui est intéressant, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et le monde vit sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans lui. Alors vous parlez évidemment, quand on parle d'animaux, on parle forcément de prédateurs, donc vous parlez de prédation, vous parlez aussi de l'entraide. Est-ce que c'était évidemment une façon de pouvoir redire l'importance, la symbolique nécessaire à rappeler pour les lecteurs aussi bien petits que grands? Oui, bah effectivement, les animaux, comme on est interdépendants, on a toujours l'impression qu'il faut chasser, il faut tuer pour vivre, mais en fait, il faut aussi entretenir pour vivre. C'est-à-dire que même nous, les humains, l'agriculture, c'est une façon d'entretenir aussi du vivant. Bon, après, ça dépend comment c'est fait, mais effectivement, il y a un échange, quoi. La vie, c'est de l'échange, en fait. Cet échange justement avec ces animaux, cette nature, depuis tout petit, vous aviez ce lien-là, vous vous baladiez en forêt? Moi j'ai eu la chance de grandir effectivement à côté d'une grande forêt en Alsace et je m'y promenais effectivement dès que j'avais du temps de libre, même à partir de 8-10 ans, mes parents me permettaient d'aller seul avec les copains se promener en forêt, donc ça effectivement c'est peut-être plus les parents d'aujourd'hui ne le permettraient peut-être plus parce qu'on a tous des angoisses, même moi je dois avouer. Quand mes filles étaient petites, j'étais pas serein de les laisser partir seules, quoi. Quand vous dites le temps, c'est important ce mot-là, parce qu'il faut le temps aussi pour pouvoir comprendre, admirer, prendre le temps de voir les animaux. Absolument. Oui, il faut passer du temps dans la nature, il faut se laisser bercer, laisser imprégner, regarder une fourmilière, ça peut prendre... Pour les enfants, c'est important, en plus, le temps est important pour les enfants parce qu'il est beaucoup plus long que pour nous. Qu'est-ce qu'on apprend en observant ces animaux? On apprend la richesse de leur façon de vivre. Même suivre des traces ou regarder comment les animaux se promènent en forêt, oui, on voit comment ils sont. Il y a un très bon bouquin de Baptiste Morisot qui parle de ça, qui s'appelle Manière d'être vivant, et je le conseille à tout le monde. Ouais. C'est essayer de rentrer dans la tête de l'espèce animale qu'on essaie de suivre ou d'observer, et ça c'est génial, quoi. Effectivement, comprendre que d'autres sociétés existent en dehors de la nôtre. Exactement. Et qui se sont organisées autrement, peut-être apprendre évidemment de ces animaux. Avec une autre culture, ouais, presque on peut parler de culture, ouais. On peut parler de culture. Alors, vous avez, au début du livre, choisi de parler de plusieurs animaux, pas tous, mais vous en énoncez quand même beaucoup. Il y a un animal par page ou par chapitre, enfin... Le livre est divisé en 15 thématiques. Une quinzaine de thématiques comme l'écologie, la reproduction, la domestication, et on a pris 3-4 animaux par thématique en fait. Donc il y a une quarantaine, entre 40 et 50 animaux qui sont présentés, oui. Alors comment vous avez choisi justement, par exemple, on démarre avec la marmotte alpine? Ah, la marmotte, je ne sais plus comment elle a été choisie, mais en fait les animaux ont été prépubliés. Dans le journal Biscotto, il y a une rubrique tous les mois qui présente un animal. Et du coup, comme c'est un journal à thème, chaque mois il y a un thème différent. J'ai essayé de coller au thème. Quand c'était le thème des rampants, il me semble que j'ai pris le ver de terre à ce moment-là. Le glagla, c'était sur le froid, donc j'ai pris l'ours polaire. Enfin, ça s'est fait comme ça, quoi. Et par contre, sur la dernière année, je me suis un peu décalé quand je savais que le bouquin allait se faire, je me suis un peu décalé des thèmes parce que je voulais compléter avec les grands genres. Par exemple, il n'y avait pas de mollusques, donc je me suis dit, bon, il faut un mollusque, quoi. Donc j'ai cherché l'escargot, par exemple, quoi. Alors, ce livre est un documentaire scientifique, on peut le dire. Enfin, c'est un livre documentaire scientifique. Combien d'experts à vos côtés pour pouvoir écrire un livre comme ça? Parce que même si vous savez beaucoup de choses, j'imagine que vous avez dû être entouré. Et alors, moi j'ai effectivement beaucoup compulsé pendant les années où on a pu prépublier, puis après pour faire les textes thématiques. Mais effectivement, une fois que tout l'ensemble était écrit, j'ai demandé à l'université de Toulouse de me conseiller une personne pour tout relire, pour contrôler que je raconte pas de bêtises, tout simplement, quoi. Et c'est Anne-Cécile Dagaeff qui est docteur en écologie comportementale qui a pris le temps de tout relire, mais alors très en détail. Je m'attendais pas à ce qu'elle fasse un travail comme ça. Elle a pris un temps fou à tout contrôler, les moindres infos, à sourcer tout, quoi. On parle de société, on parle de comportement, vous parlez aussi d'intelligence, page 84. Vous dites souvent les humains pensent être l'aboutissement des réalisations de la nature. Mais qu'est-ce que cela veut dire de penser être l'espèce la plus aboutie? Et vous posez bien sûr plein d'autres questions très intéressantes. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point on est dans une surenchère de l'intelligence alors que finalement... on voit la situation dans laquelle on est. Oui, on peut se poser des questions. Tout à fait.
Effectivement. Et non, parce que tout simplement, chaque animal doit se considérer lui-même comme le plus important, en fin de compte. Oui, mais est-ce que ça veut dire quoi, plus important? C'est ça? Le plus important pour lui. Voilà. On est tous, chaque individu a envie de survivre. On est tous faits pour, en fait, chaque être vivant est fait pour survivre autant qu'il peut, quoi. Donc les humains étant capables de se mettre sur toute la planète et de se multiplier autant que possible. On est quand même 6 milliards actuellement, ou 7. Donc voilà, on se sent les maîtres du monde. S'adapter, la plus grande forme d'intelligence? Je ne sais pas si c'est forcément celle-là. Il y a plein de façons de voir les choses. Peut-être qu'effectivement, s'adapter, oui, c'est important, c'est sûr. Et il y a d'autres façons peut-être de voir, survivre, vivre longtemps. Il y a des espèces qui vivent sous l'eau et qui sont très peu nombreux, très peu d'individus, mais voilà, ils survivent depuis peut-être plus longtemps que nous, quoi. Alors justement, vous parlez de l'eau, vous abordez aussi évidemment l'importance de l'eau. Il y a la terre, donc dès le départ, effectivement, vous baladez en forêt, vous le dites, et tous ces animaux que l'on voit. Et puis l'importance de l'eau, il fallait rappeler combien, effectivement, sans l'eau, il n'y aurait ni animaux, ni hommes, ni rien. En fait. Absolument. J'en parlais tout à l'heure du robinet, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec les sécheresses, on se rend bien compte que les glaciers sont en train de fondre. Je pense que tout ça, d'ici une dizaine d'années, ça va poser pas mal de problèmes. Et oui, l'eau est hyper importante. C'est l'eau qui est la base. Tout notre corps est constitué à 90%, je crois, d'eau. Donc on est eau, quoi. Ce qui permet plusieurs lectures, à la fois, je disais, pour les petits comme pour les grands, de ce qu'on sait déjà et de ce qu'on réapprend ou apprend tout simplement. Un livre qui est aussi très nécessaire pour les écoles, pour les classes. C'est mon souhait le plus cher, c'est sûr, mais oui, j'ai fait effectivement dans ce sens-là aussi pour aider les enfants. En fait, les pages sur les animaux sont lisibles dès l'âge de 6-7 ans, je pense, évidemment si les parents sont à côté pour répondre à des questions. Et les pages plus thématiques, je dirais plutôt à partir de 10-11 ans. Donc c'est un livre, pour moi, c'est un livre qui doit accompagner les enfants de 7 ans jusqu'au lycée ou même plus tard. Oui, parce que je parlais d'intelligence à l'instant. C'est vrai que là, vous développez justement l'intelligence, vous posez la question de savoir ce que c'est tout simplement. Et il y a cette illustration. Là, vous êtes un collectif d'illustrateurs dont vous avez fait partie d'ailleurs. Vous êtes assez nombreux, mais on voit la fourmilière ici, par exemple, qui est très joliment illustrée et qui raconte et qui explique à quel point c'était extrêmement organisé, extrêmement pensé. Tout à fait. Voilà, et donc c'est très important pour évidemment tous les étudiants, qu'ils aient 7 ou 15 ans, de pouvoir... Absolument. Oui, c'est ça. C'est un livre qui, je pense qu'il y a une sorte de résumé aussi de tout ce qui est sciences naturelles, quoi. Mais avec un ton peut-être un peu plus militant. Ton militant pour pouvoir accrocher justement les jeunes. C'est une façon de les sensibiliser aux vivants? Le militantisme? Oui. Ah, ça je sais pas, mais en tout cas c'est ma manière de voir les choses. Oui, je pense qu'il faut les intéresser à ça parce que c'est hyper important à l'heure actuelle, oui. À la fois de savoir, de connaître, donc la culture, effectivement, ce que l'on dit, ce que l'on raconte, et puis en même temps, effectivement, cette idée de vouloir défendre aussi. Mais là, on ne va pas sans l'autre, vous avez raison, oui, tout à fait. Une fois qu'on sait, on a envie de défendre, il me semble. En tout cas, c'est ce qu'on imagine, évidemment. On parle aussi d'émotions et de sentiments. Souvent, on a l'impression qu'un animal n'en a pas, sauf quand on parle de domestication, avec les chiens, les chats peut-être, où c'est plus habituel, parce que les êtres humains ont l'impression de mieux les connaître. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Mais finalement, tous les animaux ont des émotions? Je pense que tous les mammifères, en tout cas, oui, les oiseaux aussi, pratiquement tous les vertébrés ont des émotions. Oui, après, c'est ce qu'on appelle la sentience, mais on la rencontre même chez certains mollusques comme le poulpe. Il y a une intelligence très très forte. Et j'ai vu un reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne, où on voit un humain plonger et rencontrer un poulpe et il vit une amitié avec ce poulpe, quoi. Et c'est pas une fiction, c'est un documentaire. Donc le poulpe reconnaît la personne, il l'attend régulièrement. Donc c'est une intelligence émotionnelle dont on peut parler là. C'est pas du tout une attirance qui soit de l'ordre purement, je sais pas, organique ou scientifique. Oui. Et en plus, il y avait aucune raison ce lien n'avait aucune raison d'être matériel ou de nourrissage. Le poulpe est en complète liberté. Il s'est juste pris d'amitié pour un humain, quoi.
Ça doit être France Télévisions, ça, à mon avis, forcément. La hyène tachetée, on peut parler du capucin, on peut parler évidemment du loup gris, autant d'animaux dont on a peut-être quelques notions, mais dont on ne connaît pas forcément tout. Le papillon monarque, voilà, moi j'ai appris plein de choses, évidemment, en lisant ce livre, Vision d'animaux, pour mieux comprendre le monde de Christian Stabler, avec toute une série d'illustrateurs, un collectif d'illustrateurs. On peut peut-être en nommer un ou deux quand même, hein. On peut se faire ce plaisir-là. Déjà la couverture de Corentin Garrido, ouais. Qui est, moi je la trouve sublime. Ouais. Et puis il y en a plein d'autres. Je pourrais citer Émilie Clarke. Laurie Agusti, Jean-François Biguet, Mathilde Denisard, Corentin Garrido, vous l'avez dit, Alexandre Géraudy. Enfin bref, ils sont extrêmement nombreux et on vous félicite pour ce sublime livre documentaire, Vision d'animaux. Merci à vous. On recommande à tous les professeurs des écoles, tout comme au collège et au lycée, pour apprendre mieux à nous intégrer, à nous... Oui, à nous intéresser déjà aussi, et à nous intégrer, et puis vivre dans le monde vivant, pas vivre dans un monde artificiel, quoi. Voilà. Ça, c'est bien ça. Merci beaucoup. Merci Christian Stabler d'être venu sur le plateau du Grand JT. On va tout de suite retrouver Charlotte pour sa chronique. Charlotte, alors que Michel Barnier a déclenché le 49.3 lors du second examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale, le gouvernement, lui, est plus que jamais en péril. Beaucoup de questions se posent autour de ce budget. On va faire le point avec vous, Charlotte, sur le budget et surtout sur son fonctionnement. Et oui, parce que c'est pas toujours simple. Alors déjà, le budget, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne les dépenses et les recettes de l'État. Il est déterminé pour l'année suivante. Voilà pourquoi on parle de budget 2025. Et il couvre plusieurs textes de loi bien distincts. Premièrement, le projet de loi de finances, le PLF, vous en avez sûrement entendu parler ces derniers temps, qui programme donc le budget de l'État, tout ce qui est dépenses des ministères, niveau des impôts, etc. Il y a ensuite le projet de loi de finances de la sécurité sociale, on est en plein dedans, qui fixe le budget des différentes branches de la Sécu. Et enfin, le projet de loi de finances de fin de gestion, c'est tout ce qui concerne la gestion budgétaire de la fin de l'année qui est en cours, donc en l'occurrence 2024. Elle ne contient pas de nouvelles règles fiscales, seulement des ajustements de crédit. Alors, depuis l'arrivée de Michel Barnier et son gouvernement le 3 septembre dernier, eh bien, on parle beaucoup du temps qui passe. Est-ce qu'il y a un calendrier à respecter, Charlotte? Et oui, il est assez précis, il est prévu par la Constitution, même si cette année, il a un petit peu été bousculé, notamment par la dissolution et la difficulté de trouver un nouveau Premier ministre. En théorie, la préparation du budget se fait dès le printemps. Il est notamment prévu que le gouvernement présente aux parlementaires avant le 15 juillet une première évaluation des dépenses pour l'année à venir. Avant d'être proposé à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances doit être soumis d'abord au Conseil d'État qui vérifie les évaluations financières de chacun des articles et aussi au Haut Conseil des finances publiques qui lui donne son avis sur la cohérence du projet de loi et le réalisme de ce dernier. Le projet doit ensuite être présenté au Conseil des ministres avant d'être enfin remis à l'Assemblée nationale au plus tard le 1er mardi d'octobre. Et donc enfin, on y est, le projet de loi est discuté à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Les parlementaires disposent d'un délai de 70 jours maximum, 40 jours pour la première lecture à l'Assemblée nationale, 20 jours pour le Sénat et 10 jours pour la navette parlementaire, pour tout ça pour examiner, amender et voter le texte. Une fois la loi des finances votée, elle est promulguée par le président de la République. Le budget est donc adopté avant le 31 décembre. Alors on le sait, on le voit, hein, ce budget 2025 cristallise toutes les tensions. Pourquoi ça? Pourquoi on a tant de difficultés à le voter? C'est tout simplement parce que Michel Barnier n'arrive pas à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Sans majorité, il a donc recours au 49.3, on l'a vu aujourd'hui, ce qui l'expose donc à une motion de censure. Là aussi, on l'a vu aujourd'hui. Les parlementaires ont, sachez-le, hein, c'est une règle, 24 heures pour déposer cette motion de censure. Une fois le 49.3 déclenché, si elle est votée par une majorité de députés, le gouvernement tombera. Or, vous le savez, les élus de gauche ne sont pas assez nombreux pour constituer une majorité. Ils ont donc besoin du Rassemblement national. Le Rassemblement national qui a déjà dit qu'il voterait cette motion de censure. Voilà pourquoi, ces derniers temps, on a eu Marine Le Pen qui a mis notamment la pression au gouvernement et à Michel Barnier qui a dû faire donc, des compromis, notamment avec la taxe de l'électricité ou encore l'aide sociale d'État. Bon, alors il y a de grandes chances effectivement que cette motion de censure passe. Qu'est-ce qui se passe du coup en cas de censure? Alors, sans budget voté et promulgué au 31 décembre 2024, les
l'administration publique serait dans l'impossibilité de rémunérer les fonctionnaires, de payer les fournisseurs de l'État ou même les factures. Mais avant ça, en cas de motion de censure, donc ce qui vient d'arriver aujourd'hui, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le renversement du gouvernement, ou plutôt 48 heures après le dépôt de cette motion de censure. On est le 2 décembre, ça sera donc le 4, mercredi, pour ce qui nous concerne. Deux cas de figure maintenant s'offrent à nous. Soit la motion est votée à la majorité, le gouvernement est donc renversé. Deuxième cas, la motion est rejetée et le PLFSS est adopté et renvoyé au Sénat. Ce sera le 5 décembre. Et si le gouvernement est renversé, que se passe-t-il ? Eh bien, dans ce cas-là, l'ensemble des textes budgétaires seront définitivement rejetés. Emmanuel Macron devra à nouveau trouver un Premier ministre. Et quand on connaît le temps qu'il a fallu pour avoir Michel Barnier, la possibilité d'avoir un nouveau locataire à Matignon rapidement est assez incertaine. Donc, si la France n'a pas de gouvernement avant fin 2024, eh bien, dans ce cas-là, la situation est bloquée. Mais sachez-le, Emmanuel Macron pourrait utiliser les pouvoirs exceptionnels conférés par la Constitution, notamment l'article 16, pour prendre des mesures budgétaires par décret, sans passer donc par le Parlement. Ça, c'est dans le cas où la France n'a pas de gouvernement. Mais si Emmanuel Macron réussit à trouver un Premier ministre et que ce dernier constitue un gouvernement avant le 31 décembre, est-ce qu'on peut avoir un budget 2025, Charlotte ? Alors oui, c'est possible parce qu'avant la fin de l'année, le gouvernement peut déposer ce qu'on appelle une loi spéciale pour reconduire tout simplement le budget 2024 pour 2025 en attendant le vote d'un vrai budget. Mais cette loi-là, malheureusement, heureusement, elle doit être votée, mais ça pose un problème parce que si elle n'est pas adoptée, on se retrouve à nouveau dans l'impasse et dans ce cas, on retourne à l'article 16 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien. Mais écoutez, merci beaucoup Charlotte. On va lancer le zap, je crois que c'est la meilleure des idées. Il y a des rituels pour établir la paternité, des façons de nommer, de répartir les rôles parentaux qui ne sont pas les mêmes selon les époques et selon les pays. C'est ça. On oublie souvent que le fait de passer par l'état civil, de dresser un acte de naissance, c'est quelque chose qui en réalité ressemble pas mal à des rituels qui ne sont pas écrits dans d'autres sociétés. Et ces formes rituelles très très diverses, qui sont là pour établir la paternité ou la maternité, nous disent deux choses. Elles nous disent d'abord que le fait de mettre au monde un enfant et de le concevoir, ça ne suffit pas pour faire de soi un parent. Et ça nous dit également que l'établissement de la paternité ou de la maternité passe par une validation du reste de la société, par le regard des autres. Malgré des efforts pour promouvoir la mixité dans les STEM, les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques entre autres, l'enquête GenderScan montre une baisse de 6% de la proportion des femmes diplômées dans ces filières en France depuis 2023, alors que l'Europe connaît une progression, elle, de 19%, dans le sens complètement inverse. Quels enseignements, justement, Emmanuel, vous tirez de ces données ? Pourquoi la France semble-t-elle, ou alors est-elle visiblement en retard sur la question ? Alors si on avait la réponse, on aurait effectivement mis en place tous les éléments qui permettent d'avoir le nombre de femmes que l'on souhaite avoir et qui sont nécessaires pour les entreprises. Bon, néanmoins, vous en avez parlé, on a un certain nombre d'indices et d'enquêtes qui nous le montrent. Donc, le premier que l'on peut avoir, c'est qu'on décourage très fortement les jeunes femmes et les filles très tôt. Les stéréotypes commencent dès 6 ans à aller vers les sciences, à s'intéresser aux sciences et aller vers les carrières d'ingénieurs. Vous l'avez dit, dans l'enquête GenderScan dans laquelle la CDFI a été impliquée, on voit qu'on dit qu'il y a une fille sur 3, on est plutôt près de 36 ou 37%, on serait presque à 4 sur 10 finalement pour lesquels l'entourage, en premier lieu c'est l'entourage et en deuxième lieu ça va être les enseignants, les ont découragés d'aller vers un métier d'ingénieur. Ce sont des stéréotypes qui font que le métier d'ingénieur, ça n'est pas pour les jeunes femmes, c'est un métier qui est rude, c'est un métier qui est scientifique, on va les orienter vers d'autres types de formations puis d'emploi. Donc, et ce que l'on peut dire, c'est que c'est quelque chose qui ne bouge pas depuis longtemps. Aujourd'hui, on a les chiffres. Dans les écoles d'ingénieurs, on a 29% de jeunes femmes. C'est un chiffre qui n'évolue pas depuis à peu près une vingtaine d'années.
en dépit de toutes les actions qui ont pu être faites. En général, c'est pas un secret, les dinosaures, ça fascine les petits, les tout petits. Et puis, parfois, la passion s'estompe avec le temps. Même quand on va au musée, qu'on voit les énormes squelettes, on a les yeux qui s'écarquillent. Vous, la passion ne s'est jamais estompée, pourquoi ? C'est une bonne question, je ne sais pas. Avant même la passion des dinosaures, même si on va revenir dessus, mais ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, j'ai toujours été passionné par la nature et les animaux en général. Et du coup, je pense que c'est un peu lié aussi. Et puis, il y a eu cette fascination pour les dinosaures qu'on a très souvent quand on est jeune. Et c'est vrai qu'elle ne m'a pas quitté. Au contraire, elle s'est même étendue. Et Cédric, est-ce que vous avez une créature préhistorique préférée ? Alors ça, c'est la question que j'ai à peu près 10 fois par jour. Non, j'en ai beaucoup. J'ai pas de préférence. Mais pour le spectacle, je vais quand même dire le dodo. Hein. Le magnifique dodo, qui, malheureusement, paix à son âme. C'est vraiment une grande bascule, soit les années 70. Oui, dans les années 70, ça n'échappe à personne. Le féminisme est passé par là. Alors, même s'il n'a pas entraîné dans tous les champs de la vie sociale, ni dans tous les pays les mêmes résultats, il a tout de même imposé la nécessité, pour ce qui est de la France et d'un certain nombre d'autres pays occidentaux, d'imposer de façon progressive l'égalité entre les hommes et les femmes, comme le disait Agnès à l'instant. Et par ailleurs, dans le sillage de cette égalitarisation croissante des sexes dans le mariage, eh bien d'autres revendications ont trouvé voix au chapitre. Je pense évidemment en particulier à la reconnaissance des couples de même sexe. Et ça signale une chose importante qui peut être contre-intuitive. C'est-à-dire que certains commentateurs ou commentatrices ont eu l'habitude, pendant des débats compliqués sur ces questions, de considérer que finalement ça signait la fin de la famille. Et bien au contraire, ça signale que, y compris des personnes qui vivaient, pensait-on, en dehors de la norme familiale, cherchent aujourd'hui à y accéder. Donc au fond, ça raconte la solidité de l'institution. Ça rend compte, me semble-t-il, en tous les cas, d'une permanence de l'idée de famille et de l'idée de s'épanouir au sein du couple, d'un couple stable et reconnu, et dans la paternité ou la maternité. Oui. Alors ce qui laisse de côté, évidemment, d'autres façons plus marginales d'organiser sa vie. Elles existent aussi. Selon vous, à quelles étapes de leur parcours, justement, les femmes rencontrent-elles le plus d'obstacles ? On voit bien que les femmes sont progressivement écartées des filières et des carrières scientifiques. Alors, ce que l'on voit, je le dis, ça commence très tôt. C'est qu'en fait, le fait d'insérer dans la tête, finalement, des filles, puisqu'on est dans le primaire, que les sciences en général ne sont pas faites pour elles et que c'est plutôt finalement un domaine pour les garçons. Voilà, ça se construit, les stéréotypes sont déjà là dès le primaire. Il faut le dire ce qui est. On a la possibilité de changer un peu des choses, pour les ramener finalement vers les domaines scientifiques et l'ingénierie jusqu'au début de collège, mais on voit que ce sont des choses qui, les stéréotypes comme ça, se poursuivent au collège, au lycée et à l'entrée des écoles d'ingénieurs, puisque si aujourd'hui il y a très peu de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, c'est parce que le vivier est trop faible. C'est pas la sélectivité qui fait qu'on va en perdre. On en perd effectivement quelques-unes, mais c'est surtout que le vivier n'est pas là pour permettre d'arriver à ces 50% que l'on souhaiterait dans nos écoles. Alors comment a commencé, dites-nous, l'aventure sur YouTube ? Et pourquoi avoir créé cette chaîne ? Alors, c'est parce qu'à l'époque, il y a 5-6 ans déjà, même plus, je regardais déjà des vidéos de vulgarisation scientifique sur plein de sujets, dont des trucs qui ne m'intéressent pas forcément, et je me suis rendu compte que les gens arrivaient à m'intéresser à un sujet qui ne m'intéresse pas de base. Et je me suis dit, mais c'est vachement bien ça, j'aimerais bien faire ça. Et du coup, j'avais pas trop d'idées de sujets, et puis je me dis, attends, j'aime les dinosaures depuis que je suis tout petit, je suis sûr qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, en me disant qu'il n'y avait pas de chaîne là-dessus. En fait, si, mais je me suis rendu compte après. Voilà, en gros. Comment vous sélectionnez, comment vous avez développé un peu votre contenu ? Comment vous sélectionnez vos thèmes ? Est-ce que c'est votre communauté qui vous pose des questions et après vous sélectionnez, ou ça vous vient directement ? Non, ça me vient, en général, c'est des trucs que j'ai envie de faire, moi, déjà de base.
Et si je peux coller à l'actualité scientifique, c'est un plus. Si je peux coller... Si, je sais pas, à tout hasard, il y a un nouveau film Jurassic Park qui sort, etc., c'est vrai que ça aide aussi, ça peut m'orienter vers certains sujets. C'est la fin de ce grand JT. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition. À la réalisation aujourd'hui, c'est Xavier Sanchez, le son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferret. À la rédaction, on se retrouve bien entendu demain. Bonne soirée, ciao.